Un été 22 de Tito Topin. Les conditions de navigation étaient idéales. Le ciel lumineux, l'air limpide et le golfe de Spezia avaient l'aspect soyeux d'une étoffe d'un bleu intense tissée avec des fils d'argent. Comment expliquer le naufrage de l'Ariel, le voilier de Percy Bysshe Shelley, immense poète anglais d'après le Petit Robert des noms propres, édition 2012. Une gravure ancienne du même dictionnaire nous le restitue en col de chemise très ouvert, selon la mode romantique de l'époque, avec un visage d'ange sous des cheveux joliment bouclés, des traits efféminés, de grands yeux rêveurs sous des cils bien dessinés, des lèvres ourlées, un menton mou. Il me rappelle Babyface Nelson, le braqueur de banque rendu célèbre par le film de Don Siegel. Sa mort par noyade est-elle accidentelle? Un de ces simples faits divers, comme la mer nous en fournit en veux-tu en voilà tous les étés, ou bien un suicide? Et pourquoi pas un meurtre? Charity m'indique que la police génoise a retenu l'hypothèse de l'accident cet été 22. Ce n'est pas pour me surprendre, cette conclusion ne pouvait que satisfaire ses contemporains, qui le comptaient au diable, le débarrassant de la sorte d'un anarchisme encombrant, idéaliste farouche, partisan de l'amour libre et de la révolution permanente. Mon bureau est situé à Saint-Denis, dans la rue de la Montjoie. J'y reçois des paumés, ceux que les tempêtes boursières jettent à ma porte, les psychopathes, les fêlés de la cafetière, les costumes 3 pièces cravates, les ducs en mal de blason. D'habitude, je les accueille du même ton pressé, du même geste impatient. Je les expédie en 2 temps 3 mouvements et j'encaisse le chèque. Jusqu'à ce jour béni, où Charity a poussé ma porte avec ses jambes interminables, ses lèvres humides, ses seins de porcelaine. Nous étions le 3e vendredi du mois de juin, jour de la Saint-Jean et du ramassage des encombrants par la municipalité. Le couinement de la porte m'a arraché à la sieste. Juchée sur une paire de loups-boutins, elle s'est avancée vers moi, recommandée par les pages jaunes de l'annuaire, le look déesse, le regard de Charlotte Rampling, la blondeur de Marilyn et la croupe de Christina Hendricks, l'ondulante chef du personnel dans la série Mad Men. Je voudrais que vous découvriez la vérité sur le mort de Percy Bysshe Shelley. Elle m'a demandé d'une voix de fumeuse de cigarette turque à la menthe. Who? S'il vous please, do you repeat me? Elle m'apprend qu'elle descend en ligne droite de ce type-là et elle me décline son identité, un nom à rallonge imprononçable pour qui n'a pas un paquet de chamallows gluants dans le creux des molaires. Il faut d'abord que je vous touche 2 mots de mon boulot. Sur ma plaque en fer blanc, à l'entrée de l'immeuble, il est gravé « Détective généalogiste agréé ». J'ai ma carte de l'organisation, l'ODG. La cotisation de 20 € par an me donne droit au bal annuel avec la première consommation gratuite et à une réduction de 15% sur tout achat de timbres-poste des anciennes colonies françaises, y compris la Haute-Volta. Détective généalogiste, c'est quoi? Tout le monde sait ce qu'est un généalogiste. Un brave mec, chargé par une personne de découvrir ses lointains ancêtres dans l'espoir d'y trouver un personnage riche et célèbre dont il peut s'honorer, ou à la limite un baron, un type avec des armoiries qui monte à cheval, avec une longue pique pour en embrocher un autre dans les tournois. Le détective, lui, a pour mission de découvrir les meurtres, les viols, les saloperies, les ignominies qu'il a pu commettre. Mélangez les deux, secouez, et vous aurez un détective généalogiste. Pour vous donner un exemple dont je suis particulièrement fier, Madame Giacometti, que tout le monde connaît pour défendre l'indéfendable, avait pour client un pauvre malheureux qui venait de trancher sa mère, son épouse et ses 7 enfants à grands coups de sabre de cavalerie. À la demande du célèbre avocat connu pour ne jamais quitter sa perruque, j'ai enfourché la machine à remonter le temps, autrement dit les archives, et j'ai appris que le pauvre malheureux avait pour ancêtre un mamelouk, engagé dans la cavalerie impériale qui, dans un accès de folie, avait mamelouqué sa belle-mère, sa femme, ses 2 maîtresses et ses 3 fils à grandes envolées de cimetière. Fort de ces renseignements, Madame Giacometti a pu démontrer que le pauvre malheureux avait l'arme blanche dans les gènes et qu'il n'en était pas responsable. Suite à quoi, le brave homme a été acquitté. How much? A-t-elle demandé. 117 € de l'heure, plus les frais. J'ai bégayé en croisant les jambes pour cacher mon émotion.
Elle a posé une fesse sur le clavier de mon Mac et sa jupe de satin est remontée haut sur la cuisse. J'ai tendu mon briquet allumé vers sa cigarette mentholée. Elle s'est penchée vers moi en retenant d'une main sa chevelure blonde, a aspiré sans me quitter du regard, soufflé la fumée dans mon visage, et convenu que ce n'était pas énorme pour découvrir le type qui avait liquidé l'immense poète. La fiche d'inscription que je lui ai demandé de remplir m'apprend qu'elle pratique le métier d'escort girl, une activité qui lui apporte l'indépendance financière. Son CV est long comme un manuscrit de Kerouac. Elle a escort girlé les plus grands de ce monde, et son nom est imprononçable pour qu'il ne plonge pas la tête dans une bassine de barbe à papa. Qui avait intérêt à le liquider? Je lui ai demandé en retrouvant ma voix de baryton. Victoria. Queen Victoria, indeed? Yeah. Raison d'État? Raison de l'État, elle a confirmé. Pour appuyer ses dires, elle a sorti d'un sac de voyage tous les documents de famille qu'elle possédait sur le sujet. Avant de démarrer mes investigations, je lui ai balancé ce que j'avais sur le cœur. Car si j'avoue lire plus volontiers les journaux à scandale ou les polars vite bâclés que l'œuvre visionnaire de l'immense poète, tels que The Mask of Anarchy, je sais ce dont je parle. Ce Shelley est avant tout un agitateur qui n'a pas de religion, un dragueur qui aime bien foutre le bordel dans les bonnes familles, un factieux qui veut remodeler le visage du monde, qui croit à la Révolution française, qui n'a pas 2 ronds de moralité, un sou d'honnêteté, un dangereux gauchiste, une sorte de Cohn-Bendit à la mort moelle élastique, mais en plus british et en moins rouquin. Autrement dit, en moins vert. Il n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité que l'impétueux adolescent n'avait rien trouvé de mieux pour faire chier le monde que d'aller en Irlande porter de vigoureux toasts en faveur de Camille Desmoulins et discourir dans les pubs et sur les places publiques pour déclarer au bon Populo de cette île qu'il y en avait marre, qu'il fallait prendre les armes, créer Sinn Féin et renvoyer les Anglais chez eux, boire une tasse de thé devant un faux feu de cheminée au lieu qu'ils viennent chasser le renard dans le Connemara, siffler leur whisky et leur Guinness et se mêler de leur business. C'est le genre d'enfantillage qui a dû la foutre en rogne, la douce reine Victoria, avec le caractère de cochon que l'histoire a retenu de son règne. Il n'y a qu'à voir la tronche qu'elle fait sur les tableaux. Plus sévère que Margaret Thatcher, avec les moustaches en plus. Plus coincée qu'une armoire normande dans une cage à canaries. Plus éplineuse qu'une saucisse allemande. Il est certain que si j'étais à sa place, Dieu m'en garde, je lancerais une fatwa à 15 000 livres pour régler le compte de l'emmerdeur qui cherche à soulever le fidèle Irish people. Mais d'un autre côté, la douce reine Victoria, qui est grosse, moche, boiteuse, mais bon, n'est pas sotte, a vite pigé que les Irlandais n'ont entravé que dalle au baratin matiné de Malte de l'immense poète aux petits pieds. Chaussée du 39. Les écrits de cette époque mentionnaient avec une précision de police d'assurance qu'ils ont continué à écluser leurs pintes en chantant des chansons désespérées en tapant des mains, qu'ils ont continué à battre leurs femmes en chantant des chansons désespérées en tapant du poing, qu'ils ont continué à tondre leurs moutons en chantant des chansons désespérées en tapant du pied. Ce qui m'a autorisé à penser que la douce reine à moustache, à double menton et à triple poitrine, n'avait aucune raison de lancer un tueur à gages sur la piste de l'immense poète. Quand de sa démarche chaloupée, Charity, dont le nom de famille est imprononçable pour qui n'a pas été entarté par une pizza au loukoum, est revenue me voir et m'a demandé un rapport en me fixant à travers ses lunettes fumées, j'avais réuni assez d'arguments pour lui démontrer que le royaume d'Angleterre n'était pour rien dans la disparition brutale de son ancêtre à col de chemise ouvert. Et force a été, à la belle anglaise, de convenir qu'elle m'avait ingénument entraîné sur une fausse piste, comme on en trouve à l'appel dans les feuilletons criminels à la télé. À propos de pelle, faut piocher ailleurs, dis-je avec gravité, creuser du côté de sa vie privée. C'est délicat de ma part de parler de vie privée au lieu de vie publique, parce qu'elle s'étalait sur un plumard king size, rempli à drap-bord d'androgynes et de gonzesses, la vie privée de l'immense poète. Tout le monde était au courant. Vous pouvez le vérifier sur les tabloïds de l'époque. Le Sun écrivait noir sur blanc, les journaux comme la télé n'avaient pas la couleur à l'époque. Si, vous pouvez le vérifier. Qu'il avait mis enceinte la sœur aînée de sa femme, la coquette Elisa, à ne pas confondre avec la coquine Elisa que chante Gainsbourg. Puisque je vous entretiens de sa femme et d'Elisa, il est temps que je vous raconte par le menu le genre de vie dissolue que menait Percy Bysshe Shelley. Une vie qui le conduirait aujourd'hui devant les tribunaux, la tête courbée sous le poids de l'infamie, avec une double page dans Le Monde en prime. Au départ, c'est un enfant sage, un petit ange blond,
Fils d'un baronnet, d'une baronnette, il est éduqué dans le Sussex par un révérend calviniste aux mœurs troubles qui ne s'occupe pas seulement de son instruction. Le saint homme chassé, il est inscrit au collège d'Eton. De santé fragile, d'une beauté efféminée, les jambes grêles, les cuisses de mouche, il devient vite le souffre-douleur de ses camarades qui se destinent plutôt au rugby à 13 qu'à la poésie à la lyre. Sa révolte est née de ses humiliations. Se venger devint sa priorité. Il a 18 ans quand il séduit une copine de ses frangines, Harriet, une fille gauche, mal attifée, mal fichue, un peu nunuche, et couche-toi là que je te réchauffe. Plutôt que de pratiquer le coït interruptus, il se fournit en préservatif auprès d'une tricoteuse. Manque de chance, ils ne sont pas fiables. À l'époque, ils sont tricotés en laine écrue, comme le montrent les gravures qui nous sont parvenues. Et arrive le moment où Harriet ne peut plus cacher sa grossesse. Son père, le richissime Westbrook, aurait pu la marier à un lord à perruque ou à un trader de la City à chapeau melon, mais sans plus attendre, il prend sa Rushton par la main, l'immense poète par le cou et les conduit devant le pasteur. Il a 19 ans, elle en a 16, ils sont mariés et un bébé blond piqué de taches de rousseur ne va pas tarder à les rejoindre et les empêcher de dormir en chialant toutes les nuits. Total bonheur. Le papa d'Harriet les installe dans un petit bijou d'appartement avec des napperons sur les guéridons et des fanfreluches au-dessus du berceau. Shelley aurait pu décider qu'il n'ait pas de situation plus enviable et attendre l'héritage du vieux en prenant le thé à 5 heures, le petit doigt levé, mais il faut croire que l'aventure le démangeait côté braguette. Un samedi soir, dans une party victorienne, il danse un hornpipe endiablé avec la fille du philosophe Godwin, la belle et intelligente Mary. Ses yeux giclent des orbites comme le loup de Tex Avery devant le petit chaperon rouge. Il l'embobine avec son beau langage d'immense poète, la séduit en déclamant « My name is Ozymandias, King of Kings, look on my works, ye mighty and despair » et illico, il abandonne le foyer conjugal. « Chérie, je sors acheter des cravenas, hein ?» Saute avec Marie dans ses bras sur le pont d'un navire marchand en partance pour Calais. « Good morning, France, homeland of revolution » traverse en train le continent en long et en large avec une carte de réduction escapade jusqu'à ce mercredi qui précède les vacances scolaires où elle accouche d'un bâtard avec de grosses joues prénommé William. On ne peut que regretter une fois de plus cette manie de tricoter les préservatifs avec de grosses mailles. Alors qu'ils séjournent à Nice avec leur baby, des paparazzis surgissent dans leur hôtel avec en main l'invention d'un certain Nicéphore Niepce. Non, ce n'est pas un nom d'insecte. Un gros appareil photographique à soufflet dans lequel ils insèrent des plaques de verre recouvertes de bitume de Judée. Le couple adultère est surpris au bord de la piscine du Negresco, tel que Dieu les a conçus, dans une attitude qui ne laisse aucun doute sur leur relation toute pénétrée d'amour. En apprenant la nouvelle de son infortune dans la presse people de son pays, lire le Workley Magazine du 10 décembre 1816, page 14, Harriet Shelley, l'épouse trahie, sombre dans une profonde dépression qui oblige ses parents à l'interner dans un hôpital psychiatrique de renom. Quelques jours plus tard, échappant à la vigilance de ses gardiens, elle se jette dans un lac glacé de Hyde Park sans retirer sa camisole de force. Son crawl s'en ressent. Elle coule à pic. L'autopsie ordonnée par le coroner Agab Smethson révèle qu'elle est à nouveau enceinte. Mais pas de Shelley. Celui-ci vivant un grand amour avec Mary Godwin dans une patache, une mauvaise diligence à 2 roues, mal suspendue, dans laquelle il voyageait à peu de frais sur la route de Florence. Qui était le père de cet enfant? J'ai ma petite idée là-dessus. Puisqu'Harriet n'était qu'une couche-toi là que je te réchauffe. Mais n'attendez pas que je vous la dise, je ne suis pas mandaté pour ça. Revenons à Percy Bysshe Shelley. Mon Dieu, quel nom! À peine reçoit-il l'annonce de son veuvage que, 20 jours plus tard, le 30 décembre de la même année, en Italie, l'immense poète régularise son union avec Mary Godwin, dont nous savons qu'il a déjà un fils au jour rebondi, William. Le voyage de noces est à son zénith quand une charmante jeune femme, Claire Claremont, rejetée par un certain Lord Byron, les rejoint et se jette en larmes dans le lit conjugal pour le plus grand agrément du couple. Les 2 femmes tomberont enceintes en même temps, on ne peut que regretter
Mary accouchera d'une fille qu'ils prénommeront Clara, en hommage à leur copine, et Claire, Claremont, d'une petite Allegra. À présent, vous en savez autant que moi sur les mœurs condamnables de l'individu sur lequel j'enquête. C'est vous dire que mon boulot, c'est pas de la tarte. Et ce qui suit ne va pas inverser la tendance. La sévère Victoria Quinn étant mise hors de cause, Charity me lance sur une seconde piste qui, à première vue, m'apparaît aussi peu solide que la première. Pour elle, la dégradation psychologique de sa fille, qui l'entraîne au suicide à cause de l'infidélité de son mari, fait du père Westbrook un possible suspect. Pourtant, les témoins de son malheur l'imaginent mal sabotant le voilier que Shelley s'est fait construire avec l'argent de Mary, l'Ariel, dans lequel il aime naviguer pendant des heures sous le ciel bleu d'Italie, sur une mer qui a l'aspect soyeux d'une étoffe d'un bleu intense tissée avec des fils d'argent. Fumant du cannabis, buvant des spritz Campari, il se prélasse, se berce, rêve et écrit des poèmes que je n'ai pas lus parce que je ne lis pas les immenses poètes. Je persuade Charity de ne pas nous attarder sur la piste du père Westbrook. Primo, parce qu'il ne sait pas nager. Il ne fait nulle part état de brevet de natation dans ses documents. Deuxio, parce qu'il déteste les voyages et n'a pas quitté Londres. Tertio, parce qu'il a 96 ans et que c'est un âge avancé pour un Anglais amateur de malt écossais et de Stilton cheese. « Drop it », me dit Charity avec un air dépité. Je laisse tomber. La troisième piste est la plus sérieuse. Elle concerne Sir Godwin, le père de la gracieuse Mary, devenue Madame Shelley sans avoir obtenu la bénédiction paternelle. C'est un homme dans la force de l'âge, portant fièrement barbiche, binocle, rouflaquettes et bretelles, qui rejoint le couple en Italie, bien résolu à le défaire. Je ne l'aurais jamais su si je n'avais retrouvé un paquet de lettres édifiantes adressées à sa fille avant son départ de Londres et qu'elle a précautionneusement réunies avec une charmante bouffette provenant d'un chapeau de paille d'Italie. Dans cette correspondance, Sir Godwin exhorte Mary à mener une vie plus modérée, exempte de péché, l'engageant à servir d'exemple à ses enfants et à cesser de faire offense à Dieu. Ne recevant pas de réponse satisfaisante, il décide de la faire plier au prix d'un voyage éprouvant, avec l'intention de lui couper les vivres si elle persiste à partager la débauche de l'immense poète. « No, Daddy !» Elle refuse de quitter Shelley. La discussion arrive à un point de rupture. Sir Godwin prévient sa fille qu'il va prendre toutes les dispositions pour la déshériter. Il n'a pas le temps de mettre sa menace à exécution. Il tombe de cheval dans une allée cavalière de Rome et se rompt la nuque qu'il avait pourtant épaisse. Toute l'aristocratie de Londres fait le déplacement en train spécial, recouvert d'un dais noir pour assister à l'enterrement qui donne lieu à des scènes déchirantes, notamment de la part de son chihuahua, un être sensible, et d'un chœur de pleureuses grecques spécialement envoyé d'Athènes pour leur nouvel ami Lord Byron, voire plus bas. Désormais, le couple peut vivre sans justifier de notes de frais dans les restaurants gastronomiques des palaces où ils descendent. L'immense poète aurait-il buté son beau-père pour hériter de sa fortune, une des 10 plus grandes d'Angleterre? Diligentée par Mary, la police romaine conclut à un accident dû à une selle mal sanglée. Mais je ne fais aucunement confiance à la police, surtout quand elle est romaine. Ma question est simple. Qui s'est mis le paquet de fric dans la fouille? L'acte notarié rédigé en latin de cuisine à la date du 23 Augustus MDCCCX1X apporte la réponse. Mary Shelley née Godwin en personne. Qui accompagnait la malheureuse victime dans sa promenade à cheval? Mary Shelley née Godwin. Qui avait subi les outrages de son père alors qu'elle n'était qu'une enfant? Mary Shelley. Qui le détestait assez pour s'être enfui à 16 ans du domicile paternel avec un homme marié, immense poète de surcroît? Vous avez tout pigé. Recevant l'info en pleine poire, Charity est groggy. Elle peine à admettre que son arrière-grand-mère ait été une parricide, mais il est de mon devoir de la guider vers la vérité. Cruelle sans doute, mais libératrice. Par une nuit sans lune, avec un léger vent d'ouest, elle se répand en pleurs sur mon épaule, sa chevelure dorée nimbée par le néon de l'hôtel des voyageurs qui fait face à ma fenêtre. Émue, je la porte dans mon plumard. Elle est légère, elle a le cul rond, des seins de porcelaine, des doigts de polonaise et connaît des trucs magiques dont je n'avais jamais entendu parler dans les ouvrages spécialisés. Mais j'ai une excuse, c'est la première fois que je fais l'amour avec une escort girl. Cette nuit-là, je prends conscience que c'est un généreux métier. Qui n'empêche pas d'avoir du cœur, contrairement au mien.
Le lendemain, à midi, au réveil, je mords à pleines dents son téton de porcelaine et je retourne au turbin. 117 € de l'heure plus les frais. Ça va plus très fort pour l'immense poète, d'après les paperasses que je me procure à la grande bibliothèque François Mitterrand. La garde des enfants qu'il a eue avec Harriet, faute de préservatifs fiables, lui est retirée par la justice de la douce Victoria, qui les confie à son ancienne maîtresse, la sœur aînée d'Harriet, la coquette Elisa, entre-temps mariée avec Lord Harryman, gentleman de père en fils, sportif, champion de sport équestre, chaud lapin, moins séduisant depuis qu'une balle de polo a transformé son beau sourire en ronde serviette. Les nuages noirs s'accumulent donc. L'orage menace. Sans prendre les précautions les plus élémentaires, il complote dans des caves enfumées avec des carbonari italiens et les tabloïds anglais le présentent comme un dangereux anarchiste, décolleur de tête royale, poseur de bombes, lui qui a peur de craquer une allumette. Cependant, il est devenu copain comme cochon avec un réel agitateur, George Gordon Noel Byron, plus simplement appelé Lord Byron, voire plus haut, qui devait périr en 1824 dans un combat à l'arme blanche contre les Grecs pour le compte d'Alexandros Mavrocordatos, voire plus loin. Il est traité comme un dépravé par la presse à scandale. Ce qu'il est, inutile de le cacher. Mais le pire est qu'il prête une amitié nouvelle au docteur Frankenstein. Comme vous, je croyais que c'était le monstre que j'avais vu au cinéma quand j'étais petit, mais pas du tout. C'est un docteur de renom. Le roman qui lui est consacré le décrit comme un homme grand, voûté, le cou rentré dans les épaules, un visage sans grâce, caractérisé par des sourcils proéminents, un front large, un buste court prolongé de longs bras dont il ne sait que faire lorsqu'il n'opère pas. Chirurgien réputé, il a été condamné pour ses pratiques en faveur de l'avortement libre, ce qui l'a obligé à se barrer d'Ardard de Strasbourg, sa ville natale, pourchassé par les culs bénis de toute confession. L'ayant appris, les Italiens, dont l'attachement à la procréation de masse est notoire, le fuient comme un pestiféré. Cependant, mon enquête piétine. Pour progresser, il me faut des éléments nouveaux qui ne se trouvent que sur les lieux exacts où ces événements tragiques se sont déroulés, 2 siècles plus tôt, en Italie, au bord de la mer Tyrrhénienne. Mes arguments convainquent Charity de m'accompagner, malgré la crainte que le soleil lui inspire, en lui faisant toutefois remarquer que mes tarifs augmentent de 50% à l'étranger. Nous quittons Paris-Gare de Lyon à 10h41 à destination de Chambéry, les yeux cernés de fatigue après une nuit d'amour. Dans le wagon-bar, un petit déjeuner nous requinque. Un changement de voiture et nous voilà délicatement bercés en direction de Turin, où un autre train nous attend qui nous dépose à Viareggio à 22h53. Moins d'un quart d'heure plus tard, nous plongeons dans le lit moelleux de la suite du grand hôtel royal que Charity a réservé sur le site de la SNCF. Ce n'est pas dans ce palazzo que logeait l'Échelet. Il est trop récent. Mais comme le nôtre, le leur était sur le Lungomare. Au bar, il recevait aussi bien Lord Byron et le docteur Frankenstein que Piccolo Tigre, le jeune chef des Carbonari, ainsi que d'autres individus que la bonne société jugeait infréquentables. Les carnets de la police en attestent. Sur place, il m'est plus facile de comprendre à quel moment le drame se noue. Au bout d'1 an de cette vie de patachon, la sublime et intelligente Mary Shelley commence à en avoir ras-le-bol de son mari, de ses immenses poésies couchées sur du papier recyclé, de ses nuits passées à pérorer et à boire dans les tavernes et à baiser des putes albanaises ramassées le long de la plage quand il ne baise pas ses meilleures copines, telles Sophia Stacey, Emilia Viviani et surtout Jane Williams. À titre de revanche, elle se trouve quelquefois dans le lit du jeune révolutionnaire grec, Alexandros Mavrocordatos, voire précédemment. Ou bien partage celui de Jane et Edward Williams. Mais le plus souvent, elle est malade et sujette à dépression. Quand elle surprend son mari dans son propre pieu avec Byron, imbriqués l'un dans l'autre avec un petit air pénétré, elle claque la porte, prend le petit William et la petite Clara sous le bras, son chéquier dans l'autre et se barre. Non, là vraiment trop, c'est trop. Je ne sais comment m'y prendre pour annoncer ce fâcheux événement à Charity sans la décevoir. Mais elle me paie. Et j'ai signé dès demain la charte de mon boulot qui exige qu'on ne cache rien à un client. Je lui paye une glace vanille rhubarbe
avant de l'informer avec des mots d'une grande délicatesse que sa méga aïeule avait trouvé son mari et son amant dans une position qui ne laissait aucun doute sur la confusion de leurs esprits et la fusion du reste. Mais que pouvait faire Mary Shelley avec ses enfants sous le bras, me demandai-je aussitôt. Où allait-elle? Certainement pas en Angleterre où les médias étaient plus que jamais déchaînés contre le couple. La réponse est chez le docteur Frankenstein, secrètement amoureux de Mary. Profitant de l'occasion, avec la spontanéité qu'on lui connaît, il l'invite à s'installer dans le somptueux hôtel particulier qu'il vient de louer grâce à l'exercice de ses talents d'avorteur patenté. De son côté, le départ de Mary a plongé l'immense poète dans un désespoir sans fond. À quoi il est juste de préciser, sans fond, si l'on se souvient que c'est elle qui possède les pépettes depuis la malencontreuse chute de cheval de son père dans une allée cavalière peu fréquentée. Je ne reviendrai pas sur les circonstances de cette chute. Pour ceux qui ne connaissent pas Viareggio, ce charmant endroit est un lieu de villégiature avec 8 km de plage bordée de grands hôtels et de casinos que fréquentaient crinolines et hautes formes, amateurs d'émotions fortes. Acculé par les dettes, Shelley voit dans ces établissements à paillettes le moyen le plus facile de se refaire. Hélas, les dieux de la roulette et du blackjack se liguent contre lui. Les meilleurs martingales s'avèrent catastrophiques. Au petit matin, alors qu'une splendide aurore annonce une belle journée, un ciel lumineux, un air limpide et un golfe à l'aspect soyeux d'une étoffe d'un bleu intense tissée avec des fils d'argent, Shelley doit laisser sa montre de gousset et sa paire de Richelieu en gage. C'est pieds nus et sans idée de l'heure qu'il rejoint son palazzo. Charity pense qu'à la suite de cette malchance, l'immense poète broie du noir, lève l'ancre, coule son voilier en haute mer et se noie. De peur de connaître une vérité plus tragique, elle s'accroche à cette hypothèse, mais cela ne me convainc pas. Je lui rappelle vertement que je suis détective généalogiste, au service des vérités anciennes gravées dans le granit de l'histoire, que ses larmes ne me feront pas dévier de la mission qu'elle m'a confiée, que ses arguments n'auront aucun effet sur ma volonté, que les trucs magiques qu'elle fait avec ses doigts de polonaise ne peuvent que durcir ma détermination. J'irai jusqu'au bout. Et rien ne m'arrêtera pour le prix de 117 € de l'heure, augmenté des 50% pendant notre séjour en Italie, plus les frais, cigarettes, brosse à dents, méthode à 6000, fausse moustache, etc., etc. À sa décharge, elle ne sait pas encore ce que je viens d'apprendre. Alors que l'immense poète est au fond du trou, une de ses amantes en titre, Jane Williams, le rend flou, le console et le revigore. Jane possède la sensualité de Juliette Binoche, la classe de Sophie Marceau, la poitrine de Catherine Jacob et la richesse de la reine d'Angleterre. Elle est, comme vous le savez, la deuxième épouse d'Edward Williams, ce richissime anglais avec lequel Shelley partage son goût pour la voile et le jeu de Monopoly. Présomptueux, confiant en lui et en sa fortune, Williams ne se doute pas des infidélités de Jane avec son ami poète. Tous les trois aiment à se prélasser et à partager des joints par petits vents sur une mer qui a l'aspect soyeux d'une étoffe d'un bleu intense tissé avec des fils d'argent. Il arrive alors à Shelley de lire un poème de sa composition ou une fable de La Fontaine, celle où le renard pique le camembert du corbeau. Vous aurez compris la métaphore? Dans le rôle du renard, Shelley. Dans celui du corbeau, Williams. Le camembert qui passe d'un bec à l'autre, c'est Jane. Shelley ne déprime plus, il jouit pleinement de la vie, profite de sa beauté, abuse de sa jeunesse en clopant trop, en buvant trop, en dormant peu. Un jour qu'Edward Williams doit garder le lit à cause d'une gueule de bois carabinée après une soirée copieusement arrosée au chardonnay, Shelley part au large avec Jane et Lord Byron, et tous trois fument du cannabis dans un long, profond dérèglement de tous les sens, offrant leur nudité et leurs inconduites au soleil et au vent, à l'abri des médisances et des jalousies. À l'abri? C'est ce qu'il croit. Je jette un coup d'œil sur le plan de Viareggio et du golfe de Spezia de ces années-là, tracé par la main habile de Giuseppe Scottofino, dessinateur attitré de la Société géographique pisane, et je me rends compte qu'Edward Williams, le mari de Jane, a très bien pu les observer à la jumelle depuis le balcon de son palazzo. Je passe un coup de fil à Charity pour lui faire part de ma découverte, mais elle est avec un client. Me répond-elle à voix basse. Un cardinal qui a l'oreille du pape, ajoute-t-elle. Et comme c'est une fille qui prend son boulot d'escorte-gueule très au sérieux, je la laisse bosser malgré mon impatience.
Le lendemain, entre deux polissonnades, je lui raconte le drame tel que je l'ai reconstitué. On est loin de la conclusion de l'enquête bâclée de la police génoise. Le 8 juillet 1822, le très britannique Edward Williams, président d'une chaîne de pizzerias en Écosse, et Percy Bysshe Shelley, immense poète, embarquent sur l'Ariel avec des provisions de boissons alcoolisées pour 2 jours et quittent le petit port de Lerici par vent latéral avec l'intention d'aller acheter des Borsalino à ruban à fleurs qu'on ne trouve qu'à Livourne. Aujourd'hui, il vous suffirait d'1 heure pour faire le trajet par la route avec une voiture de tourisme. Mais à l'époque, par la mer, il fallait compter une demi-journée. Ce sera leur dernière sortie. Quelle est l'origine du drame? Edward Williams reproche-t-il à l'immense poète de débaucher son épouse? Est-il secrètement amoureux de Shelley? Il faut se souvenir que l'homosexualité, encore si mal acceptée aujourd'hui, malgré les avantages certains que procure l'absence de risques contraceptifs, était coutume courante dans l'Angleterre de la douce Victoria, à condition de la pratiquer hors du territoire national et de préférence en haute mer pour profiter du roulis. Dans cette hypothèse, le crime serait passionnel. On peut imaginer Edward Williams, plus costaud que l'immense poète, le frappant à coups de hache et crevant la coque du voilier avec le même outil, choisissant la mort par noyade plutôt que le déshonneur ou la pendaison qui l'attend inexorablement dès qu'il aura mis le pied sur la terre ferme. Charity et moi sommes installés autour de la piscine du Palazzo, un verre de Spritz Campari à la main, quand je lui fais part de mon scénario. Elle tressaute sur son transat, applaudit des 2 mains en lâchant son verre, et je m'apprête à l'attraper quand elle m'embrasse à pleine bouche. Mon histoire la soulage, m'avoue-t-elle, lui retire un poids sur sa poitrine de porcelaine. Depuis quelques jours, elle craignait que Mary Shelley ait tué l'immense poète comme elle avait précédemment oxy son père. Il ne faisait pas de doute qu'elle s'était prise à détester son ancêtre par solidarité féminine. Pour me récompenser, elle me fait l'amour jusqu'à l'aube, avec une réduction de 15% sur ses tarifs. Elle a le cul rond, des seins de Limoges, des doigts de polonaise avec lesquels elle pratique une digitothérapie dont je n'avais jamais soupçonné les bienfaits. Mais à ma décharge, et bien qu'approchant la quarantaine, je ne connaissais l'amour qu'à travers ce que m'en avait raconté ma maman pour m'endormir. Le lendemain, après un petit déjeuner sur le pouce, café noir, jus d'orange, viennoiserie, Mahalox, je dépose un baiser léger sur sa cuisse en prenant soin de ne pas la réveiller. Mais cette fois-ci, je ne vais pas au turbin. Un taxi me dépose devant le grand bâtiment en verre de l'ODGP, l'Ordre des détectives généalogistes pisans, où je remplis une demande de radiation en 6 exemplaires destinée à la maison mère en France. Pour avoir gravement manqué à la déontologie de ma profession, je ne mérite plus d'exercer mon beau métier. Par charité chrétienne, j'ai menti à un client, en l'occurrence une cliente. Je lui ai raconté une histoire qui n'est pas la bonne. Je lui ai caché la vérité sur la mort de Percy Bysshe Shelley. Quelques mois avant le naufrage de l'Ariel, je vous ai dit que Mary partageait la couche du bon docteur Frankenstein, malgré sa voussure, ses sourcils proéminents, son front large, son buste court, ses bras longs, dans le but d'assurer l'avenir de ses enfants en leur offrant un foyer stable. Désormais, la faiblesse du grand savant pour Mary s'étale au grand jour. Cependant, son fol amour ne le rend pas aveugle. Il est conscient qu'il ne peut remplacer l'immense poète dans le cœur de la jeune femme. Bien que pour lui plaire, il s'obligea à l'exercice d'un jogging quotidien et entretint à grands frais une nouvelle paire de moustaches qui lui donne l'air avantageux. Il vaut mieux se partager un bon gâteau à 4 qu'en avoir un mauvais pour soi toute seule, répétait Mary à ses amis. Brave type. Le grand savant dissimule son chagrin. Il met cette ingratitude sur le compte de la douleur, mais que peut-il faire pour conquérir Mary? L'arracher à l'ombre qui l'opprime? Elle refuse de l'écouter quand il lui dit que c'est celui qu'elle continue d'aimer n'est plus le même homme. Il a pris du ventre, perdu de sa superbe, explique-t-il. Il est devenu cynique, jouisseur, sodomite et camorriste. Elle se ferme à tous les arguments, passe ses journées cloîtrées dans sa chambre, refusant de voir ses proches. Elle se réfugie dans l'écriture, noircit des feuilles de papier, les rature, les déchire, les recommence. Une nuit qu'elle dort profondément, assommée par le neuroleptique qu'il lui a prescrit, le docteur Frankenstein lit quelques-uns de ses feuillets. Il est bouleversé. Il n'est question que de sa passion pour Shelley. Il ne ferme pas l'œil de la nuit. À l'aube, il prend la décision qui le rendra à tout jamais immortel. Puisqu'elle aime un Shelley qui n'existe plus, il va le lui restituer tel qu'il était, au temps où elle l'admirait.
Le restituer avec les qualités d'immenses poètes qu'il possédait lorsqu'il faisait chier le monde en Irlande, discourant dans les pubs et sur les places publiques, encourageant le bon Populo à prendre les armes et à renvoyer les Anglais à leur partie de cricket, tandis qu'impassibles, les Irlandais continuaient à siffler leur Guinness en chantant des chansons désespérées, en tapant des mains, continuaient à battre leurs femmes en chantant des chansons désespérées, en tapant du poing, et continuaient à tondre leurs moutons en chantant des chansons désespérées, en tapant du pied. Dès lors, le nom de Frankenstein enjambera les siècles et parviendra jusqu'à nous, synonyme de monstre. L'idée de reconstituer une créature vivante, qui retrouverait les traits de l'immense poète, mais qui ne serait pas l'immense poète, était une idée insensée, puisqu'il fallait d'abord le tuer pour le remodeler ensuite et lui prêter une âme neuve. Qu'importe, il tentera de le reproduire en prélevant des organes, des peaux, des corps, des yeux sur les jeunes garçons de bonne famille qui ne manquent pas en ces temps estivaux. Ne désirant que le bonheur de Mary, le bon docteur Frankenstein fait taire ses propres réticences. Quand il aura terminé son travail, elle retrouvera son chalet d'alors, en disposera pour elle toute seule, le cachera, l'aimera et sera aimée en retour pour le restant de ses jours. Après avoir perdu un chalet impulsif, dissolu, infidèle, elle retrouvera un chalet aimant, dévoué, une marionnette, mais une marionnette de chair avec qui elle pourra revivre un amour de jeunesse et redonner des couleurs à ses joues. Son délire aurait mérité qu'on l'enfermât. Comme disait Paul Bourget, qui n'était pas le célèbre aviateur qui donna son nom d'aéroport à la région parisienne, mais un piètre écrivaillon catholique abusant de l'imparfait du subjonctif. Pour nos esprits cartésiens, calibrés par la raison, il est évident qu'il a perdu la sienne, mais personne autour de lui ne remarque de changement dans son comportement, tant il apporte de soin à dissimuler son projet. Pas moins de 27 jeunes garçons ont disparu cet été-là. Tous avaient un col de chemise ouvert, un visage d'ange, des cuisses de mouche, des cheveux blonds et bouclés. Mais la ressemblance avec l'immense poète s'arrêtait là. Grâce à l'incompétence de la police locale, le bon docteur n'a jamais été inquiété. De la sorte, il est le premier serial killer hors du territoire britannique. Sans résultat, c'est Shelley qu'il lui faut tuer. La chance, qui est la meilleure amie du détective, m'a fait découvrir la vérité dans un vieux registre de la capitainerie de Viareggio, année 1822, page 3227, alinéa B. Il y est noté à la plume de canard que le matin du drame, un mardi, par un ciel lumineux, un air limpide, Enzo Garibaldi, un marin-pêcheur de 59 ans, signale un nombre impressionnant de copeaux de bois flottant dans le port. Or, le docteur Frankenstein est habile de ses doigts, comme tout chirurgien alsacien. Outre la xylogravure, il pratique la sculpture en amateur et il excelle dans le maniement d'outils conçus pour mordre le bois. Gouges, ciseaux, burins, papier de verre et tout le bazar. Ayant obtenu le renseignement selon lequel Shelley et Edward Williams allaient prendre la mer le lendemain pour aller s'acheter des borsalino à Livourne, juillet est la période des soldes chez les chapeliers toscans, il fait semblant de flâner la nuit dans le petit port de plaisance, le long des quais, et à la faveur de l'ombre se glisse dans le voilier de l'immense poète. Dans la cale, il retire sa redingote, retrousse ses manches et creuse une partie de la coque en ne laissant au bois que l'épaisseur d'une feuille à cigarette, ce qui explique les copeaux qui vont attirer l'attention du marin-pêcheur. L'opération a pris 3h47, montre de gousset en main. La coque ne résistera pas à la première vague, pense-t-il. L'eau s'engouffrera dans le voilier. Shelley périra noyé. Il suffira de récupérer le corps. Quand il regagne sa chambre au petit matin de ce mardi 8 juillet de l'année 1822, la tête rentrée dans les épaules, la redingote basse, le visage dissimulé dans l'ombre du haut de forme, l'aube pointe en éveillant des odeurs d'algues, d'iode, de croissants chauds, de tartines beurrées et de gazole. Les voiles se gonflent de l'air descendu de la montagne, les bateaux sortent et croisent les barques de pêche au lamparo qui reviennent du large, les cagettes pleines de sardines, d'anchois et de maquereaux, et le soleil se lève d'un coup sur le golfe de Spezia, qui prend aussitôt l'aspect soyeux d'une étoffe bleu nuit tissée de fils de sang. 2 heures plus tard, l'Ariel se détache du quai, voile déployé sur son unique mât. L'œil sombre du docteur Frankenstein l'accompagne du regard. Il guette le bout de lâcheté. Quand le bateau de plaisance l'atteindra, la mer sera plus grosse et la coque se fracassera à la première houle. La description est à la hauteur de l'espérance.
L'Ariel passe le phare, voile claquant au vent, puis disparaît au large. Sur son balcon, le bon docteur se laisse tomber dans un transat, désespéré. Le naufrage qu'il avait si bien organisé n'a pas eu lieu. En esprit, il refait chacun de ses gestes. S'il avait creusé davantage, il aurait pris le risque de trouver la coque. Le bateau aurait coulé à quai, donnant lieu à une enquête qu'il aurait accusé lui, le spécialiste de la gouge et du papier de verre. Il se persuade qu'il n'a commis aucune faute. La faute en est à cette mer d'huile, à l'absence de houle. Cependant, comme tout navigateur vous le dira, la Méditerranée est imprévisible. Les vents sont soudains, changeants. Ces vagues enflent en quelques minutes, envoyant par le fond des galères et galions, mousses et marins. À l'horizon, les nuages noirs s'accumulent. Un éclair zèbre. Frankenstein se dresse. En mer, le vent souffle, une vague se lève impressionnante. Shelley choque l'écoute de la grand-voile, prend un ris, puis un autre, tandis qu'Édouard tire la barre. Un craquement. La coque de l'Ariel cède sous la ligne de flottaison. Un flot puissant s'engouffre dans le trou béant. Le voilier sombre en quelques secondes. Les deux passagers n'ont pas le temps d'éteindre leur chichon. Le corps de l'immense poète est englouti dans un maelstrom marin. 2 minutes plus tard, le ciel retrouve sa luminosité, l'air sa limpidité, la mer l'aspect soyeux, on connaît. Le bateau est porté disparu. Marie ouvre ses bras en croix et s'évanouit en prononçant le nom du bien-aimé Jesus. Sans dépouille mortelle pour réaliser son plan, le bon docteur Frankenstein renonce à sa folle entreprise. Il fait peine à voir, errant sur la grève, rongé par le remords. Il a réalisé un crime parfait, mais qui ne lui sert à rien. Lorsque le jeudi, qui suit le naufrage par un retournement de situation comme on les aime dans les séries télévisées, après qu'une pluie fine a arrosé les géraniums des balcons, alors que l'aurore étale sur le ciel ses doigts de rose, la marée dépose sur le sable des bois flottants une boîte de raviolis ouverte, une bouteille de San Pellegrino, 3 méduses joliment irisées, un jeu d'échecs auquel il manque 2 pions noirs, une dame blanche et le corps du noyé. La nouvelle se répand. La mer a rendu Shelley et gardé Williams. La prenant, Mary et Jane ouvrent les bras en croix et sautent dans un fiacre, cheval au galop. Arrivées sur les lieux, elles reconnaissent le corps et ordonnent que l'enveloppe mortelle de l'immense poète soit incinérée selon la tradition. La nuit suivante, le docteur Frankenstein dresse un bûcher à l'antique sur la grève. Le corps de l'immense poète y est installé, enroulé dans un drap cousu. Mary et Jane craquent ensemble une allumette. Aujourd'hui, vous pouvez visiter dans le cimetière protestant de Rome la tombe où sont recueillies les cendres de Percy Bysshe Shelley, avec cette inscription latine « Cor cordium ». N'en croyez rien. Ce ne sont pas celles de l'immense poète. C'est le corps d'Edward Williams, que le docteur Frankenstein a cousu dans un drap après que la mère l'a discrètement rendu. Celui de Shelley est étendu dans son laboratoire secret. Le savant se lance dans l'expérience que nous connaissons tous, grâce au livre à succès qu'écrira Mary Shelley. L'opération débute dans les pires conditions. Malgré son talent, son savoir, ses pouvoirs de véritable magicien doté de mains divines aptes à la création humaine, le bon docteur Frankenstein se heurte à de nombreuses difficultés techniques. Recréer un Shelley plus jeune à partir de ses restes, alors que le séjour dans l'eau a gonflé les tissus et détruit les organes essentiels, alors que des poissons voraces ont boulotté les parties tendres, ressemble à une gageure. Pourtant, il ne recule pas. S'il ne redonne pas vie à Shelley, Mary mettra fin à la sienne. Sans jamais avoir une vision claire, ni même raisonnable de ce qu'il est en train de faire, motivé par le chagrin que la mort de Shelley inspira à Mary, il tente l'impossible. Il va au-delà de ses forces pour découvrir le secret de la vie, empiétant sur le domaine de Dieu. Jour après jour, heure après heure, il coupe, remplace la peau manquante par de la peau de porc, coud, tresse les boyaux, recoud, rassemble, greffe des morceaux de parois stomacales sur le visage, consolide avec du métal, soude, boulonne, prélève une côte pour une expérience future, aggrave, visse, agrafe. Épuisé, au bord du clash, il est sur le point de renoncer quand une chose laide et puante, qui n'est pas l'immense poète, mais un monstre immense, se dresse devant lui. Assis sur la table, un œil pendant au dehors de l'orbite. Frankenstein pousse un cri strident, ouvre ses bras en croix et s'évanouit en laissant choir ses outils. La chose sans nom se penche sur lui, le ramasse, le soulève dans ses bras puissants et s'engage ainsi sur le lungomare,
La démarche mécanique, le geste saccadé, l'œil ballant, semant la panique parmi les estivants nombreux en ce mois de juillet particulièrement chaud. La chose s'arrête devant la baraque de Gelati, tenue par Giuseppe Peppi, un gros homme d'origine napolitaine, commande une glace à la papaye, qu'elle ne paye pas, et l'écrase sur le visage du bon docteur qui reprend connaissance, ouvre grand la bouche sans en sortir un son et s'enfuit à toutes jambes. Rejeté par son créateur qui le considère comme l'échec de sa vie, repoussé par Mary qui la traite avec répugnance, la chose sans nom erre sur les plages de la villégiature italienne, renverse les parasols, piétine les châteaux de sable, monstre condamné au désamour, à la solitude et à la rouille causée par la salinité de l'air. Mon enquête arrive à sa fin. Je ne vais pas vous apprendre que le docteur Frankenstein est mort des mains de sa créature quand celle-ci l'a secoué comme un prunier en le serrant à sa gorge. Pour se venger d'avoir raté ? Pas si simple. Drame passionnel. Forte, faisant taire sa répugnance et sans mesurer les conséquences funestes de son acte, Mary Shelley a eu pendant un long mois des rapports physiques avec le monstre, dans le seul but de l'attendrir, de le manipuler, de recueillir ses mémoires et d'écrire un best-seller sur les conditions de sa triste existence. Une fois le livre terminé, Frankenstein ou le Prométhée moderne, broché, 5,50 € dans toutes les bonnes librairies, elle se relève, pieds nus, par une nuit sans lune, prend une clé de 12 dans la boîte à outils du docteur et profite du sommeil de son monstrueux amant pour commencer à le déboulonner. Celui-ci, brusquement réveillé, la poursuit en meuglant sur le sable blond, perdant son sang et ses écrous entre les cabines de plage, et l'aurait certainement tué si le docteur Frankenstein ne s'était pas interposé en brandissant sa canne. Le monstre détourne alors sa folie meurtrière sur lui et l'étrangle avec sauvagerie avant d'être abattu par le sergent carabinier Giuliano Bevilacqua, dit Juju, nouvellement nommé à la tête de la police viareggienne. Illico, je suis retourné en France avec Charity, en profitant d'un tarif spécial sur les premières. Elle ne saura jamais la vérité sur ses lointains ancêtres et ne s'en préoccupe plus. Nous sommes heureux, nous nous aimons comme au premier jour. Elle a le cul rond, des seins de porcelaine, des lèvres mouillées, des doigts de polonaise. Mais je suis anglaise. Alors pourquoi tu dis toujours que j'ai des doigts de polonaise ? Je ne connais pas de polonaise, mais je suppose qu'elles ont 12 doigts, non, comme tout le monde. Je ne lui parle jamais de l'éclat métallique de son regard, ni des 2 boulons qui saillent sous ses cheveux blonds, nimbés de la lumière verte du néon de l'hôtel des voyageurs, juste au-dessus des tempes.